Le premier secrétaire du Parti Socialiste est avec nous aujourd'hui sur France Culture. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Soyez le bienvenu dans Sens Politique. Olivier Faure, je me suis rendu compte que vous aviez quelques mois près le même âge que le Parti Socialiste, qui est né en mai 69 à Alfortville, cette commune du Val-de-Marne, tout à côté de laquelle vous vous êtes retrouvé en colocation avec Benoît Hamon dans les années 80. Il y a comme ça beaucoup de hasards prémonitoires dans votre parcours. Donc le Parti Socialiste va sur ses 54 ans. Il n'est pas question, tant que vous en resterez le premier secrétaire, pas question d'en changer le nom. La question a été posée plusieurs fois. Moi, je suis attaché à, non pas à un nom, je ne suis pas fétichiste, mais à une histoire. Et cette histoire va bien plus loin que les 54 ans dont vous parlez. En fait, les racines, elles sont celles de Jean Jaurès, de Léon Blum. Et c'est un parti qui a plus de 100 ans d'histoire, et histoire glorieuse aussi. Donc, je ne suis pas sûr. Moi, je préfère les gens qui font moins de marketing et plus de politique. Et donc, je ne suis pas sûr que le nom change grand-chose à l'histoire. Tant que nous en sommes à évoquer le flacon, ensuite on parlera de l'ivresse, mais sur le flacon encore, il a fallu quitter le siège historique de la rue de Solferino pour des raisons financières. Vous êtes installé à Ivry-sur-Seine avec le projet, ai-je lu, de revenir rapidement à Paris, intramuros, cité Malesherbes, dans le 9e, là où siégeait la SFIO et puis le PS, jusqu'en 75, encore une fois la force du symbole. Où en êtes-vous de cet acte immobilier refondateur ? Nulle part. En fait, pour des raisons que je ne vais pas détailler, qui sont trop longues à expliquer, mais enfin pour des raisons qui sont liées à la capacité des locaux. C'est un échange que nous devions faire, et l'échange ne peut pas se faire pour des raisons vraiment totalement factuelles. Ça n'a pas d'intérêt. Mais enfin, on est bien à Ivry aussi, et je dois dire que moi, je n'aime pas beaucoup tous ces gens qui ont glosé sur une forme de déclassement parce qu'on aurait quitté Paris intramuros pour gagner la première couronne. Honnêtement, il y a des gens qui devraient mieux se taire, qui viennent se taire. Parce que la réalité, c'est que les Français, ils vivent aussi là. Ils sont nombreux à y vivre. Et quand on arrivait à Ivry, pour tout vous dire, le voisinage, partout, les gens sont venus nous voir en nous disant « On est tellement fiers que vous arriviez ici ». Et on est entouré d'artistes, etc., qui sont venus exposer dans nos locaux. Et j'avoue que j'étais très heureux et très fier de cette réaction. Et je me suis dit, c'est un bon présage. Des artistes de gauche qui vivaient à Ivry. Jean Ferrat fut de cela, Alain Leprest fut de cela. Tout ça, des jolis symboles. Le Parti Socialiste tiendra son congrès à Marseille dans un peu plus d'un mois. On va pas rentrer non plus dans le détail d'émotions parce que c'est pas le principe de l'émission. Mais c'est un moment, vous arrivez à un moment de votre histoire où la synthèse ne sera pas chose facile parce que le Parti Socialiste est peut-être à la croisée des chemins et un de ces chemins peut mener au précipice. François Hollande, président de la République PS jusqu'en 2017. 2017, Benoît Hamon, candidat PS, 6,35 à la présidentielle. 2022, Anne Hidalgo, candidate PS, 1,75. Quel est le sens, Olivier Faure, le sens historique du congrès de Marseille pour les socialistes ? Tout simplement, dire à nouveau ce que nous sommes, ne pas chercher ces synthèses parfois un peu futiles qui nous ont aussi perdus, synthèses molles où on ne sait pas très bien quel est le choix. Est-ce qu'on est macroniste ? Est-ce qu'on est de gauche ? Est-ce qu'on est ailleurs ? Quel est l'espace qu'on entend occuper? Et moi, je le dis simplement. En fait, quand le choix a été nécessaire entre la gauche et puis la droite version Macron, nous avons fait un choix simple, un choix clair, un choix définitif pour ce qui me concerne. Moi, je choisis la gauche. Depuis la catastrophe électorale de la présidentielle et dans la foulée, l'accord avec les insoumis, les écologistes et les communistes pour les législatives, c'est sûrement cela que vous dites avoir choisi la gauche, c'est la question qui anime et qui divise le PS, NUP ou pas NUP. Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cet enjeu, quel sens avez-vous voulu donner, Olivier Faure, vous le premier secrétaire à la NUP, au moment de commencer la campagne législative? Est-ce que c'était un accord électoral, un accord programmatique, un accord d'une éventuelle organisation à pérenniser? C'était quoi à ce moment-là? À ce moment-là, c'est d'abord un accord électoral, dicté par des rapports de force qui sont ceux de la présidentielle. Et puis, ça devient aussi, depuis l'élection, un lieu de dialogue, d'échange permanent entre 4 formations politiques qui ont peut-être enfin compris une chose, c'est qu'on peut toujours rêver d'être le plus puissant parmi celles et ceux qui subissent la défaite. Mais c'est toujours la défaite. Et ça fait 3 fois en 20 ans, 2002, 2022, que la gauche est remplacée au second tour de l'élection présidentielle par l'extrême droite. Donc la question, c'est stop
ou encore. Eh bien moi je dis stop. Et je le dis d'ailleurs depuis longtemps, je ne l'ai pas dit simplement à cette occasion-là. Ça fait 4 ans que je dis, mettons-nous d'accord sur un contrat de coalition, et ensuite cherchons l'incarnation qui est la plus à même de porter cette coalition au pouvoir. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que tout simplement, quand on se bat, quand on fait de la politique, ce n'est pas simplement pour avoir une fonction qu'on occupe pendant des années à l'Assemblée, au Sénat ou ailleurs. C'est bien parce qu'on cherche à changer la vie des gens. Et si vraiment nous croyons à ce que nous disons, si vraiment nous sommes de ceux qui prétendons que nous n'avons pas de temps à attendre, par exemple, pour la transition écologique, alors ça suppose d'aller vite. Et pour aller vite, il faut y aller ensemble. Et c'est ce que je plaide et que je continue à plaider parce que je ne crois pas ni aux gauches irréconciliables et je ne crois pas davantage à la capacité pour qui que ce soit aujourd'hui de conquérir seul le pouvoir face à une extrême droite qui est en progression permanente et face à une droite qui se maintient grâce au subterfuge Macron. Trois candidats à votre succession, Olivier Faure, vous-même, ça fait un, Hélène Geoffroy qui est maire de Vaux-en-Velin et qui a l'appui de quelques-uns de ce qu'on appelait les éléphants du PS, les historiques, et puis Nicolas Maillère-Rossignol, maire de Rouen, soutenu par des personnalités comme Carole Delga ou Anne Hidalgo, qui se présentent comme une sorte de troisième voie entre la direction sortante et les nostalgiques de François Hollande. Vous êtes le seul des trois à vouloir poursuivre l'aventure de la NUP. Olivier Faure, à quoi cela doit ressembler pour ne pas être une dissolution du PS dans un nouveau parti de gauche ? Quelle garantie vous donnez à vos camarades socialistes et quelle garantie vous réclamez à vos camarades insoumis, par exemple ? Mais tout simplement, il faut se faire confiance. Vous avez une expérience qui est quand même une expérience fameuse. Quand François Mitterrand devient premier secrétaire, en 71, il décide, il appelle à un changement stratégique, de faire une alliance avec le Parti communiste honni par une partie de la gauche. Et l'année suivante, en 72, il bâtit ce qu'on a appelé le programme commun. Le PS est à 5%, le Parti communiste est à 22%. Le Parti communiste de l'époque, Jean-Luc Mélenchon, est un boy scout à côté. En fait, le Parti communiste de l'époque, c'est le Parti communiste qui a accepté l'invasion de la Tchécoslovaquie, qui a accepté de soutenir Nasser contre les Israéliens dans toutes les guerres israélo-arabes. C'est le parti qui va approuver l'invasion de l'Afghanistan. C'est ça le Parti communiste des années 70. Et c'est Georges Marchais. Et c'est Georges Marchais. Et pour autant, François Mitterrand dit « il faut être unitaire pour 1, pour 2, pour 3, pour 10 ». Même quand le programme commun est rompu par le Parti communiste, il en conserve l'essentiel, et c'est ce programme-là qui le porte au pouvoir le 10 mai 81. Pourquoi ? Parce qu'il a compris une chose, c'est que le peuple de gauche, ce qu'on appelle le peuple de gauche, ces gens qui espèrent avec la gauche, eh bien, ils espèrent d'abord de l'unité. Ils n'en peuvent plus de nous voir nous diviser. Bien sûr que nous sommes différents. Bien sûr qu'il existe des divergences sur un certain nombre de sujets, internationaux notamment, européens, etc. Mais est-ce que ça justifie le fait qu'on soit toujours frontalement les uns contre les autres, qu'on s'occupe davantage de savoir qui dominera la gauche plutôt que de savoir qui dominera le pays ? Et moi, ce qui m'intéresse, la seule question qui m'intéresse, c'est de savoir demain qui gouvernera et pourquoi faire. Et c'est quand même la question essentielle que nous posent les Français. Et la question de survie pour le Parti socialiste quand même, parce que en lisant de nombreuses interviews que vous avez données depuis juin, Olivier Faure, la NUP, même si vous y êtes favorable dans la durée, j'ai l'impression que c'est quand même aussi une solution par défaut. C'est le dernier canot de sauvetage avant le naufrage, si vous me permettez l'expression. Donc est-ce que vous appelez vos militants pas au dogmatisme, mais à l'hyper-réalisme ? C'est ça, à ouvrir les yeux, à la lucidité. Bien sûr qu'il faut être lucide. Et il faut aussi être lucide sur ce que nous avons nous-mêmes donné comme image, ce qu'est le Parti socialiste pour une partie des Françaises et des Français, et notamment pour les plus jeunes, qui n'en ont pas l'image du parti qui a ouvert les grandes libertés publiques au mois de mai 81, qui n'est pas le grand parti qui a permis de grands changements. Il est un parti plutôt ringard, plutôt affaibli, et dont on ne sait plus très bien ce qu'il porte. Donc la question pour nous, c'est de nous réancrer complètement à gauche, d'arriver à faire comprendre ce que moi j'appelle le socialisme écologique, arriver à faire comprendre ce tournant que nous avons pris, qui n'est pas simplement à la reproduction à l'identique de ce que nous avons fait dans les décennies passées, mais d'engager un changement profond, un changement qui nous permet à la fois d'allier la question sociale, la question démocratique et la question écologique. On va pas s'arrêter sur les petites phrases des uns des autres parce qu'une fois encore, ce n'est pas le principe de l'émission, mais davantage par les programmes justement. Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre et ancien Premier ministre, qui explique qu'il quitte le Parti socialiste parce qu'il est contre votre décision de création et de vous enraciner dans la NUP. Il propose, et ce qu'il souhaite, c'est une gauche social-démocrate, républicaine, humaniste et écologique. Bon, ça c'est imparable, je pense, de François Mitterrand à vous-même. Aucun des 13 premiers secrétaires de l'histoire du PS
l'UPS n'aurait prétendu autre chose. Vous, à partir de votre diagnostic des réalités, quel traitement de fond précis vous préconisez, en plus de cela? Mais d'abord, la première chose, c'est qu'on ne peut pas prétendre rassembler la gauche quand on commence par dire qu'on jette des oukases sur les uns et sur les autres. Nous sommes différents. Mais nous avons besoin de faire converger le plus grand nombre sur des positions qui puissent être acceptées par les Françaises et les Français. Et c'est le rôle que je nous donne. C'est-à-dire arriver à redevenir une force centrale, une force qui permet d'agréger et non pas une force qui, au contraire, décapite le voisin pour se penser plus grand. C'est pas la bonne façon de progresser. La bonne façon de progresser, c'est non pas de se penser plus grand en cassant les jambes du voisin, mais au contraire de s'élever à un autre niveau et d'aller chercher les Français sur les thèmes qui aujourd'hui les préoccupent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je reprends ce que je disais tout à l'heure, en fait, Jean Jaurès, que nous dit-il? Il nous dit... il est un homme du 19e siècle et il nous dit la grande question du 19e siècle, c'est la question du régime. Est-ce qu'on est pour l'Empire, pour la monarchie, pour la République, pour la Révolution? Il dit ce sera la démocratie et la République. Et puis il y a la grande question naissante de l'époque, qui est la question sociale. Et il dit je vais faire la synthèse entre les deux. Et en 1893, il appelle à une République sociale. République sociale sur laquelle nous avons tous vécu depuis plus d'un siècle et qui a amené tous ces grands progrès que nous connaissons. Si vous avez aujourd'hui, à la fois en France, mais sur le continent européen, une sécurité sociale, si vous avez des congés payés, si vous avez des droits et des libertés comme on n'en a nulle part ailleurs dans le monde, et je dis bien dans le monde, c'est tout simplement parce qu'il y a des socialistes, des sociodémocrates, des travaillistes qui y ont contribué. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce monde-là, c'est pas un monde fini, et ensuite, il y a de nouvelles menaces qui sont apparues, notamment ce qu'on appelle l'anthropocène, le fait que l'activité humaine conduise à la destruction de la planète. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour lier le social, la démocratie et maintenant l'écologie pour arriver à promouvoir un monde qui soit un monde durable. C'est cette vision-là qu'il faut développer. Comment est-ce qu'on fait pour que on change complètement de modèle? Comment on passe de la surconsommation? Comment on passe de la surexploitation à la fois de l'homme et de la planète à un système où on arrive à un système apaisé, durable, où celles et ceux qui nous survivront auront la chance de connaître encore des girafes et des tigres. France Culture, Sens Politique. Arnaud Bousquet. Nous allons découvrir la première des 3 archives sonores réglementaires de l'émission Olivier Faure. Et parmi les 3, il y a forcément un ancien discours, une ancienne interview de notre invité. On va commencer par cette archive-là. On va donc vous entendre, Olivier Faure. Je ne donne pas le contexte, c'est vous qui nous l'expliquerez dès que vous l'aurez identifié. Puis ensuite, on s'arrêtera évidemment sur le sens de votre intervention. Ça vous va ? Ça me va. Je sais que mon nom est cité parce que par fonction, je suis aujourd'hui président de groupe et donc avec une direction collégiale à 28, forcément, moi je fais figure de chef d'une certaine façon. Mais je ne souhaite pas accaparer tous les pouvoirs. Moi, je ne suis pas Jupiter. Et je ne souhaite pas que nous donnions comme signal, comme modèle, le fait d'avoir des gens qui, finalement, passent d'une case à l'autre et toujours en pensant d'abord à leur propre destin. Moi, je voudrais que nous pensions collectivement et qu'après avoir dit beaucoup je, on puisse dire à nouveau nous. Et donc, je préférerais qu'on ait un autre premier ou première secrétaire avec lequel ou laquelle je travaillerais. Mon choix, c'est d'être président de groupe et de travailler avec un ou plutôt une. Je pense à Najat Vallaud-Belkacem, je pense à Delphine Batho, à Valérie Rabault, plutôt une femme, parce que ça serait une façon aussi de dire que elles ont aussi leur place dans la vie politique et que nous ne sommes pas... Olivier Faure, et vous reconstituez l'époque et le contexte politique de ce passage télé qui continue ensuite avec les journalistes qui évidemment vous tombent dessus en disant mais tous ces noms, est-ce que vraiment ce sont elles que vous souhaitez voir arriver à la tête du PS ? C'est un fait que je suis devenu premier secrétaire, non pas par accident, puisque j'ai été élu et que j'ai choisi de me présenter à un moment donné, mais c'est vrai que initialement, j'avais appelé Najat Vallaud-Belkacem à devenir première secrétaire parce qu'elle avait la notoriété et parce qu'elle avait été ministre d'un gouvernement, qu'elle avait ce carnet d'adresses qui fait que vous avez peut-être plus de facilité à être invité à tel ou tel endroit, peut-être aussi plus de facilité à réunir des experts qui peuvent vous aider, vous accompagner, et donc je pensais qu'il y avait quelqu'un de mieux placé que moi. Donc là, on est le 3 novembre 2017.
Vous êtes l'invité de LCP Public Sénat et donc le 29 mars 2018, vous devenez premier secrétaire du Parti socialiste. Quel est à ce moment-là le sens de votre élection en mars 2018 ? Si ce n'est par défaut, qu'est-ce que vous souhaitez à ce moment-là incarner ? Pas par défaut, parce qu'une fois que je choisis d'être candidat, vous êtes candidat, voilà. Je suis candidat et je veux assumer cette fonction. Ce qui est vrai, ce qui est difficile, c'est que j'arrive dans un moment qui est un moment où tout le monde a déjà prononcé notre raison funèbre, où tout le monde pense que le parti dont je deviens le premier secrétaire est un parti dont l'histoire est terminée, qu'elle s'est achevée en 2017 et que jamais rien ne reparaîtra et que c'est fini. Voilà, je fais une parenthèse, c'est pas la première fois ça. Hein. Je crois qu'en 2017, vous distribuiez justement aux militants et aux journalistes les titres de la presse en 71, me semble-t-il, où on disait que le PS était un champ de ruines. Et 10 ans après, François Mitterrand était élu. Donc vous croyez en 2017 à cette roue qui tourne une fois de plus ? Alors sans doute que je crois trop à une roue qui tourne. Et peut-être que je me laisse aussi griser à l'idée qu'il suffira que les socialistes restent ce qu'ils sont pour être à nouveau entendus. Et qu'il y a une forme d'alternance quasi naturelle. Et ça n'est pas le cas. Et la réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une forme de tripartition de la vie politique, l'extrême droite, la droite et puis la gauche, et que dans l'ensemble de la gauche, nous ne sommes pas aujourd'hui la force prépondérante. Mais évidemment, je crois non pas simplement à la force d'un parti, ça n'a pas de sens. Un parti, c'est un outil, c'est un moyen d'avancer. De faire avancer quoi ? Des idées, parce que les idées ne se déplacent pas toutes seules. Elles avancent parce qu'il y a à un moment des femmes, des hommes qui se regroupent pour les faire avancer. Et donc moi, ce que je crois, c'est que le socialisme n'a pas terminé son histoire et qu'il a encore une capacité, une force propulsive et que s'il sait s'adapter au temps nouveau, et c'est pour ça que je vous parle de socialisme écologique, parce que les socialistes, quelle est leur mission historique ? C'est la vie meilleure pour tous. Cette vie meilleure, elle passe forcément par, bien sûr, le maintien de la question sociale et de la question démocratique, mais aussi la question écologique. Et donc, c'est comme ça que nous pouvons être à nouveau entendus et que nous pouvons à nouveau être une force de proposition qui peut revenir au premier plan. Et même, je dirais, qui doit revenir au premier plan si nous voulons que la gauche gouverne. 5 ans plus tard, vous allez briguer un 3e mandat. Olivier Faure, vous expliquez que maintenant, quelque chose s'est libéré en vous. Quel est le sens de cette libération ? C'est tout simple à expliquer. En fait, quand je deviens premier secrétaire, je le suis dans des conditions qui sont un peu exceptionnelles. On ne sait pas très bien qui on a élu. Personne ne me connaît, ni les socialistes, ni les Français. Parce qu'en face de vous, vous aviez Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll, notamment. Et donc, le choix s'est fait à ce moment-là sur une base qui est est-ce qu'on reconduit les éléphants ou est-ce qu'on passe à autre chose ? Et je suis l'autre chose. Bon, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, la question qui est la question est un peu différente. La question dans le Congrès qui vient, c'est de savoir si on continue sur une base qui est celle que j'ai cherché à projeter depuis 4 ans, c'est-à-dire faire en sorte que nous soyons à nouveau l'un des moteurs de l'Union pour redevenir un jour le moteur principal de l'Union. Ça, c'est l'objectif, c'est l'ambition. Et puis, ceux qui, au contraire, disent « mais non, pas du tout. En fait, l'Union ne sert à rien. On peut tout faire à l'extérieur et on le fera à l'extérieur comme autrefois. » Eh bien, voilà, maintenant, il y a un enjeu stratégique qui est posé dans ce congrès et j'espère bien que les socialistes me suivront et auront la lucidité de comprendre que c'est la seule façon de parvenir à nos fins. Alors, synthèse ou pas synthèse, ça sera le mois prochain. Vous avez finalement, dès votre naissance, dû goûter à l'art délicat, voire impossible de la synthèse, puisque vous êtes Olivier Faure, petit-fils d'un grand-père qui partage les idées d'extrême droite de Charles Maurras et d'un grand-père vietnamien qui appartient au lendemain de la chute de Dien Bien Phu à un gouvernement Viet Minh. Donc on peut difficilement en faire plus opposé. Vous allez très vite être confronté au racisme, à l'intolérance, à la question de l'intégration, à la problématique épineuse aussi du débat politique en famille. En quoi tout cela vous a construit ? Forcément, en fait, à la fois, on peut se dire à première lecture que je vais être un être très fracturé, mais c'est pas du tout le cas, c'est tout l'inverse. J'ai vu, en fait, j'avais effectivement un grand-père qui était un grand-père d'extrême droite et qui a, au départ, accueilli ma mère avec circonspection. Une petite femme jaune, aux yeux bridés, les cheveux noirs, en baguette. Bon, ça, c'était pas tout à fait couleur locale. Et en même temps, je l'ai vue
aimé ma mère comme si elle avait été sa fille. Et je me suis dit, en fait, tout est possible. Il y a quelque chose de formidable dans l'humanité, c'est qu'à un moment, y compris les contraires peuvent se comprendre et même s'apprécier, même s'aimer. Et donc, voilà. À condition de quoi ? De débattre ? À condition de se comprendre, à condition de faire le choix, non pas de se regarder de loin et de vivre de préjugés, mais d'essayer de comprendre ce que porte l'autre. Et voilà, c'est aussi une façon d'avancer. Et j'ai toujours considéré que rien n'était complètement impossible. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je dois trahir des secrets, mais ma femme m'a dit, il y a très longtemps, elle m'a dit, mais en fait, et à l'époque, vraiment, j'avais rigolé, elle m'avait dit, au fond, tu es le seul qui pourrait rassembler les socialistes avec Jean-Luc Mélenchon. Et j'avais bien ri à l'époque, et finalement... C'était un compliment à l'époque. Elle le voulait comme un compliment. Moi, je le prenais plutôt comme, non pas comme un défi, mais comme une forme de moquerie. Et la réalité, c'est que, effectivement, quand je regarde ce que nous sommes à gauche, socialistes, écologistes, communistes, insoumis, je nous vois dans nos différences, mais je vois aussi ce qui nous rassemble profondément. Et moi, je préfère avoir un débat avec les insoumis sur le fait de savoir si à 60 ans c'est possible ou pas, plutôt que de savoir si j'aurais un débat avec Emmanuel Macron ou Édouard Philippe pour savoir si on va à partir de 67 ans ou 65 ans. Ce débat-là ne m'intéresse pas. Le seul débat qui m'intéresse, c'est le débat qui permet le progrès pour le plus grand nombre. Et c'est pour ça que je me suis engagé. Vous faites référence à mon histoire personnelle. J'ai grandi dans un quartier très populaire. Et la plupart de mes copains n'ont pas franchi la barre de la 5e. Beaucoup sont morts au jour où on se parle, alors que je n'ai que 54 ans. Vous étiez à Grenoble. Alors non, à l'époque, j'étais dans un quartier qui s'appelle Les Blossières, à Orléans. Et donc, c'est avec eux que j'ai grandi. Et franchement, pour eux, pour leur famille, pour ce que nous avons vécu ensemble, pour ces quartiers qui aujourd'hui souffrent, c'est pour ça que je me suis engagé en politique. Et c'est pour cette raison-là que la seule raison qui me motive chaque matin à faire ce que je fais, c'est parfois ingrat, je peux vous dire que ce boulot de premier secrétaire, c'est pas tous les jours uniquement de la rose, comme on dit. Et donc, accepter de prendre des coups, accepter d'être parfois décrié, parfois d'être moqué, etc. Je le fais parce que je sais que ce travail, il peut être utile à des millions de Françaises et de Français. On va en venir justement à vos premiers pas et à cet engagement à gauche. Olivier Faure, on va commencer, si vous le souhaitez, par découvrir ce que vous nous avez apporté. Voilà, l'extrait sonore que vous voulez entendre avec nous sur France Culture. On va l'écouter, puis vous nous expliquerez ensuite le sens que vous lui donnez. Je vais vous laisser le soin en quelques secondes de nous présenter cette archive, Olivier Faure. C'est le 10 mai 81. On est à Château-Chinon et François Mitterrand parle. Il vient de gagner. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. Elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants pénétrés d'idéal, qui dans chaque commune de France, dans chaque ville, chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre. Le cri d'un monsieur qui est très content derrière, c'est pas Roger Hanin, lequel était juste derrière François Mitterrand, mais très calme ce soir-là. François Mitterrand, Château-Chinon, 22h21, précisément le dimanche 10 mai 1981. Olivier Faure, vous avez 12 ans et demi. Où êtes-vous et que ressentez-vous ? Je suis devant ma télé, je suis dans une famille qui n'est pas une famille très à gauche, comme vous l'avez compris, et mes parents ont, je crois, voté le 10 mai 81, malgré tout, pour François Mitterrand. Donc on se réjouit, mais modérément. Et je comprends que c'est important. Je vois mon quartier qui est en liesse, pour la première fois, un quartier de barres d'immeubles, où tout le monde est dans la rue et tout le monde crie. Je suis content et je comprends vraiment dans les jours qui suivent la portée que ça a pour des millions de Françaises et de Français. Notamment parce que d'abord à l'école, je suis assis à côté d'un garçon qui lui vient du centre-ville et qui visiblement n'a pas les mêmes idées, en tout cas ses parents n'ont pas les mêmes idées que les Français qui ont voté majoritairement pour François Mitterrand et qui grave avec son compas sur la table 10 mai 1980, jour de deuil national. Je comprends que c'est à la fois une formidable défaite pour les uns et un espoir gigantesque pour les autres.
François Mitterrand, ce jour-là, a réveillé un espoir qui s'était assoupi pendant 23 ans. Et il donne cette bouffée d'oxygène. D'un seul coup, les gens se sentent libérés. On a le sentiment que quelque chose peut changer, qu'on peut aller à l'usine, dans l'entreprise, et qu'on va pouvoir regarder dans les yeux le contremaître ou le chef. Voilà, c'est formidable. Dans cette première allocution, les forces de la jeunesse, du travail, de la création, l'appel à liberté, le retour de l'emploi. Est-ce qu'avec le recul du temps, et puis votre expérience politique, votre expérience de vie tout simplement, Olivier Faure, on peut dire, vous pensez que François Mitterrand et les socialistes de gouvernement ont été au rendez-vous de leurs valeurs, de ses valeurs? On n'est jamais complètement au rendez-vous, parce que la réalité, c'est que ce monde est terriblement injuste et qu'il faut des décennies pour arriver à corriger. Mais regardez ce qui a été fait au mois de mai 80 et dans les mois qui ont suivi. L'abolition de la peine de mort, pour la dépénalisation de l'homosexualité, voilà pour le côté sociétal. Mais les radios libres, c'était pas rien. Mais surtout, sur le plan social, le SMIC est augmenté, la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, en fait, les lois Auroux pour permettre dans l'entreprise de protéger les salariés, faire en sorte que d'un seul coup, ce monde étriqué dans lequel les années 70 avaient enfermé les Français, d'un seul coup tout explose. Et avec cette possibilité de se dire, oui, je compte, ma voix compte, enfin, je suis enfin représenté, je vais enfin pouvoir... Alors voilà, maintenant, est-ce que tout a été réussi? La réponse est non. C'est une évidence, mais est-ce que nous ne sommes pas condamnés finalement à chaque fois à rater une part de ce que nous avions promis? Sans doute. Olivier Faure, 84, vous avez 16 ans, vous prenez le pack intégral. C'est l'UNEF, le syndicat étudiant et le Parti socialiste. J'ai cru comprendre que c'était une amie qui vous avait convaincu de l'accompagner. Au-delà de cette gentillesse, quel sens l'adolescent que vous êtes donne à ce premier pas d'engagement? C'est les moments, c'est les années... C'est pas la période la plus simple pour le PS 84. Non. La réalité, c'est que je suis un peu rentré... j'aimais beaucoup, la politique m'intéressait. Voilà, ça m'intéressait de participer aux choix de société, etc. Mais je ne savais pas très bien où aller. J'aurais pu être entraîné pour la première fois au Parti communiste, à Lutte ouvrière, ou je ne sais où. Peut-être aurais-je eu un autre parcours. Bon, je ne crois pas... malgré tout, que je serais allé à la gauche, dans la gauche radicale. Mais j'ai une amie, effectivement, qui me dit, mais écoute, viens chez les jeunes socialistes, ça coûte rien, tu viens une fois, et puis après, si ça te plaît pas, tu repars. J'y viens. Je trouve ça assez folklorique, en réalité, au départ. Je trouve des gens qui s'appellent chats camarades, qui s'envoient des courriers avec marqué à la fin Amitié socialiste, dont je n'avais pas encore compris que ça pouvait receler beaucoup, parfois, de perversité aussi. Mais en tout cas, je trouve ça charmant et je me dis, après tout, pourquoi ne pas continuer avec eux? Et puis, voilà, quelques décennies plus tard, je suis premier secrétaire. Drôle d'histoire. France Culture, Sens Politique. Arnaud Bousquet. Olivier Faure, nous sommes au mi-temps des années 80. C'est un moment intellectuel, politique très important pour le jeune adulte que vous êtes, qui n'imagine pas effectivement, quelle drôle d'histoire, que 30 ans plus tard, il serait le patron du PS. Moment important parce que la jeunesse nourrit une sorte d'idolâtrie apaisée, rassurante à la statue du commandeur. C'est l'époque des slogans « La France unie »,« Génération Mitterrand »,« Tonton laisse pas béton », etc., etc. Vous allez prendre une option moins en vogue et moins tranquille, c'est le rocardisme. Expliquez-nous ce que ça veut dire, devenir à 20 ans jeune rocardien avec des condisciples qui s'appellent alors par exemple Manuel Valls ou Benoît Hamon. Bon, il y avait cette volonté de concilier le cœur et la raison, d'être non pas, et peut-être à la lumière aussi de ce qu'avaient été les années qui avaient précédé, et même si je ne les avais pas vécues comme socialiste, en tout cas certainement pas au premier plan, mais j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il fallait concilier à la fois les engagements que l'on prend devant les Français et en même temps ce qu'on peut tenir. Et donc j'avais chez Michel Rocard cette idée que il faut à chaque fois avoir cette capacité à toujours se confronter au réel et ne jamais finalement se payer de mots. Et donc, il y avait cette volonté-là. Et puis, chez Michel Rocard, il y avait quelque chose qui me séduisait encore plus, c'était cette idée de ne pas vivre en vase clos, de ne pas faire de la politique un huis clos.
et donc d'aller chercher la société civile organisée, de faire en sorte que il y ait une interpénétration entre celles et ceux qui produisent, en dehors des partis politiques, syndicalisme, associations, mutuelles, ONG, intellectuels, penseurs en tout genre, qui ont aussi une voix à porter. Et la réalité, c'est que depuis que je fais de la politique, je dois dire que les partis politiques ne sont pas le seul lieu, même loin s'en faut, où l'on continue à imaginer. Et que la politique est surtout le lieu où on est le réceptacle, où on est finalement le lieu où on peut devenir un débouché politique pour des tas de gens qui ont conçu des choses en dehors de vous, et vous êtes l'ensemblier. La fin du second septennat de François Mitterrand est crépusculaire. Il y a la mort qui rôde, le suicide de Pierre Bérégovoy, le cancer du président, les révélations sur Vichy, les premiers scandales politico-financiers. Le Parti socialiste est aux portes du néant. Tout laisse à penser que l'heure de Michel Rocard, l'antithèse de Mitterrand, est enfin venue. Nous sommes le 17 février 1993, tout près de la ville de Tours, à Montlouis-sur-Loire, le berceau de la famille Debré, mais ce soir-là, c'est la gauche qui se réunit. Michel Rocard, qui n'est alors plus que maire de Conflans-Sainte-Honorine, s'avance à la tribune à quelques jours d'élections législatives perdues d'avance par le PS. Bien sûr, je sais, et vous aussi sûrement, que la période immédiate se prête mal à ce Big Bang politique auquel j'aspire. Mais dès les législatives passées, nous devons bâtir d'urgence le mouvement, l'instrument de transformation dont la France a besoin, avec tous ceux dont les valeurs ou les références sont compatibles avec les nôtres, même si certains d'entre eux sont actuellement nos concurrents. Socialiste je suis depuis toujours et socialiste je mourrai. C'est ainsi que je définis ce à quoi je crois. Mais ce qui est un élément d'identification sur le plan individuel est devenu un élément de confusion au plan collectif. Mais que dire du parti lui-même? Qui peut croire qu'il pourra demeurer une société close, attachée à ses rites, pratiquant les querelles de chapelle ou les luttes de courant, et prétendant offrir à l'extérieur un discours monolithique par rapport auquel tout désaccord est un drame, toute déviation un sacrilège, et n'acceptant d'allier que dans la soumission. Dans ce vaste rassemblement, chacun devra trouver sa place. Et c'est pourquoi, attaché fermement que je suis au scrutin majoritaire, je crois indispensable d'y ajouter une certaine dose de proportionnel. Olivier Faure, c'est 90 secondes de très haute volée d'un Michel Rocard lucide sur ce qui attend le PS juste après aux législatives. Ça suscite chez vous quelles émotions et quels sentiments? Figurez-vous que j'étais dans la salle, au fond de la salle, effectivement, pour ce discours de jouer les tours. Montlouis-sur-Loire. Montlouis-sur-Loire, oui, mais j'étais au fond de la salle quand même. Voilà. Et donc, je suis pas sûr d'en avoir mesuré toute la portée à l'époque, mais effectivement, j'aspirais à cette espèce de Big Bang, à cette oxygénation, et je ne savais pas que vous passeriez cet extrait, et vous voyez, je suis assez concordant sur cette volonté de ne pas nous maintenir dans un huis clos politique, de chercher en permanence à l'extérieur de nous-mêmes, faire en sorte que la vie rentre dans la vie politique. Je dois reconnaître que c'est assez stupéfiant de me rendre compte en préparant l'émission la transposition évidente et quasi intégrale de ces propos à la situation du PS aujourd'hui avec vous à sa tête, Olivier Faure, et la question de l'alliance pérenne au sein de la NUP. Je rappelle le verbatim rocardien de 93. J'invite les socialistes à une rupture avec les erreurs et les clivages du passé, à bâtir un mouvement socialiste ouvert aux écologistes, centristes et communistes rénovateurs. Finalement, la seule différence, ce sont les centristes. Oui, mais moi je suis ouvert à toutes celles et ceux qui sont prêts à faire bouger ce pays, et dans un sens qui soit celui du progrès humain. Et bien sûr que nous n'avons, avec la NUP, réussi qu'une partie du problème. Nous n'avons fait que 151 députés. Il en faut plus de 300 pour être majoritaire. Donc nous avons besoin de continuer à nous ouvrir. Et il y a des forces dans ce pays, je pense à celles et ceux qui parfois nous ont accompagnés, sans partager l'intégralité de ce que nous portions. Mais je pense à des cathos de gauche qui se sont parfois agrégés à notre aventure. Je pense à des gens qui, parmi les démocrates, ont aussi cherché à la voie qui pouvait permettre le progrès humain. Et donc, bien sûr que nous allons continuer à avancer et à chercher à nous ouvrir à d'autres. C'est pas une secte, la NUP. C'est au contraire, c'est le début d'une histoire, d'un récit qui reste à construire.
et que nous devons élargir. En lançant le reportage dont est extrait le discours qu'on vient d'entendre dans le journal de 22h de FR3, le 17 février 93, notre consoeur Christine Ockrent présentait Michel Rocard comme le candidat naturel du PS pour la présidentielle de 95. Bon, finalement, ça s'est joué entre Lionel Jospin et Henri Emmanuelli. Est-ce que vous considérez jusqu'à la fin de vos jours, un peu comme avec Philippe Séguin dans le camp d'en face, vous considérez que le Parti Socialiste a gâché Michel Rocard? Le Parti Socialiste a gâché beaucoup de monde, dont Michel Rocard. Voilà, je regrette effectivement qu'il n'ait pas connu un destin supérieur à celui qu'il a connu. Mais je crois que la dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler avec lui, c'était à peu près un an avant son décès. Je trouvais qu'il y avait chez lui cette fraîcheur que beaucoup n'ont pas conservé. Je trouve beaucoup d'aigreur chez beaucoup de socialistes parce qu'ils ne sont plus, ils sont dans le ressentiment permanent, etc. Lui qui aurait pu obtenir beaucoup, qui avait vu passer le destin tout près de chez lui, eh bien, il était de ceux qui étaient encore dans l'enthousiasme, qui étaient encore dans ceux qui voulaient entraîner, passer le témoin, chercher celles et ceux qui pourraient prolonger cette chaîne socialiste. Il a dit socialiste, je suis né socialiste, je mourrai. Et c'est effectivement un socialiste qu'il est mort. Et il n'avait aucune intention de trahir cette maison qui était parfois une maison qui avait été difficile, dure avec lui, mais qu'il avait toujours soutenue. À peu près sur la même période, vous évoquez vos derniers contacts avec Michel Rocard avant sa disparition en 2016. Dans son dernier entretien, sa dernière interview, il expliquait que François Mitterrand le considérait, lui, Rocard, comme quelqu'un de maladroit. Ça voulait dire qu'en plaçant l'éthique au-dessus de tout, il ne saurait jamais comment s'y prendre pour s'imposer politiquement et gagner quoi que ce soit. Est-ce que finalement, et peut-être malheureusement, Mitterrand n'avait pas raison pour Rocard et plus généralement, l'intellectualisation, l'éthique absolue ne pourront jamais être compatibles avec la conquête du pouvoir? D'abord, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire de Michel Rocard qu'il était éthique sans aucun doute. Mais enfin, il était parfois maladroit sur le plan tactique. C'était l'expression de François Mitterrand. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le canoniser non plus. Enfin, je veux pas non plus qu'on donne l'impression qu'il y avait d'un côté le diable, de l'autre côté Dieu le Père. C'était pas tout à fait ça. Et dans la vie politique, il y a forcément une dimension stratégique, tactique, et il n'est pas inutile d'être parfois habile. Mais enfin, ça ne peut pas justifier effectivement le manque à l'éthique élémentaire. Et donc, je pense par exemple aujourd'hui aux violences sexistes et sexuelles, où vous avez des partis où on continue à protéger, et puis des partis comme le mien, dont je m'honore, qu'il est un parti qui a fait le choix, parfois des choix très difficiles, de sanctionner des gens qui n'étaient pas conformes à ce que nous voulions. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui sont dans mon opposition interne et qui, eux, continuent à promouvoir des gens qui ont été justement condamnés par nos propres soins, je trouve que c'est dommage. Merci Olivier Faure, c'est la fin de ce Sens Politique.